Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour cette séance intitulée « Quand le silence n'est pas le dernier mot, la proche aidance au Québec ». Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatoff, prêtre assomptionniste auteur du livre « Un pèlerin russe au XXIe siècle ». Il s'entretiendra avec Pierrot Lambert et Éric Gagnon au sujet du livre Au seuil du silence, chronique d'un séjour en CHSLD. Nous avons un petit souci à faire rentrer Éric Gagnon. Cependant, je vais quand même présenter les deux auteurs et laisser la discussion commencer. Et je vais faire en sorte de faire entrer Monsieur Gagnon pendant que la discussion aura commencé. Je vous prie de nous excuser pour ces petits soucis techniques. Donc, Pierrot Lambert, qui est l'auteur de Au seuil du silence, est désormais retraité et intervenant spirituel dans un CHSLD. Il a également été traducteur professionnel et une vingtaine de ses traductions ont été publiées. Il a également était auteur de plusieurs livres, dont 2 sur l'itinérance, coécrit avec son épouse Simone Saumur-Lambert. Une histoire du diocèse de Gatineau et 3 ouvrages en collaboration avec Benoît Lacroix. Depuis 2002, il est également animateur et concepteur de cours à l'Institut Thomas More de Montréal. Époux, père et grand-père aimant, il a accompagné son épouse lors de ces derniers mois de sa vie en CHSLD. C'est ce qu'il raconte dans Au seuil du silence. Éric Gagnon, qui signe la préface de l'ouvrage, est sociologue et chercheur au Vitam Centre de recherche en santé durable à Québec. Il mène des recherches sur les soins, l'éthique, le vieillissement et le langage. Il a publié de nombreux ouvrages et articles, dont Les promesses du silence, essai sur la parole, publié par Libère en 2007, et Les signes du monde, une ethnographie des centres d'hébergement, Libère 2021. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé probablement au haut de votre écran, désormais maintenant que nous sommes sur Teams. Excusez-moi, j'ai pas mis à jour mon script. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble et dès qu'elles vous viennent à l'esprit, je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet et je les lirai pour vous. Si vous voulez poser une question spécifiquement à Monsieur Lambert ou à Monsieur Gagnon, indiquez-le dans votre question et je le préciserai. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Au seuil du silence en rabais aux participantes et aux participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client et également à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger à Montréal ou la librairie du Montmartre à Québec. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de noter le rabais, vous le recevrez dans le courriel qui suivra, de courriel de remerciement pour votre participation. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatoff qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Monsieur Pierrot Lambert. C'est un grand plaisir d'avoir cette conversation autour du sujet de votre livre Au seuil du silence. Je dois partager dès le départ une impression très particulière. Le sujet que vous abordez, l'accompagnement de quelqu'un dans la difficulté, dans un peu des soucis de santé, dans la fin de vie, un sujet qui ne se prête pas facilement ni à une réflexion ni à un partage. Or, je dois dire dès le départ que vous avez écrit un ouvrage, une belle réflexion dans un style très original qui ne nous lâche pas. C'est-à-dire, quand on ouvre votre écriture, on est envie de continuer. Et dans ce livre, Au seuil du silence, vous nous partagez comment vous, Pierrot Lambert, vous avez été prêt, accompagné, partager des jours et les nuits de votre épouse, Simone, et vous en avez pris le soin. Alors, je vais poser ma première question pour un peu entamer notre conversation. Pour vous, c'est quoi prendre le soin de l'autre? Disons à première vue, il y a plusieurs niveaux de soins.
les personnes qui sont en CHSLD, comme était ma femme, au cours des 9 dernières saisons de sa vie, ont des besoins physiques, évidemment. Les gens sont en CHSLD parce qu'ils sont en perte d'autonomie. Ils ont donc besoin de quelqu'un pour s'habiller, pour leur toilette, pour leurs besoins de base. Mais il y a quelque chose de plus profond. Et ça, ben évidemment, ça dépasse un peu ce que l'institution peut offrir. Comme M. Gagnon le dit dans son livre Les signes du monde. Mais à ce moment-là, c'est un besoin de présence et d'affection, je dirais. Mais quand je dis que ça dépasse ce que l'institution peut offrir, il y a tout de même quelque chose d'admirable dans l'attitude du personnel. Le personnel est là pour les soins physiques, mais en même temps, je dois constater, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, je voulais témoigner de la façon dont on aborde les résidents et les résidentes, avec beaucoup de gentillesse, mais plus que de la gentillesse, une affection qui va au cœur. Et ça se manifeste avec beaucoup d'humour, entre autres. Et j'entendais pendant tous les mois que j'ai passé auprès de ma femme, j'entendais souvent les préposés et les infirmières chanter ou faire des blagues ou rire. Et l'atmosphère, donc, évidemment, il y a des situations dramatiques. Les gens meurent en CHSLD, mais disons que l'atmosphère générale est plutôt joviale. Et j'y suis encore 15 mois après le décès de ma femme, et je peux dire maintenant que je participe, parce que je participe plus à la vie du centre de façon générale. Et il y a une ambiance incroyable. Il y a une jovialité chez ces gens-là, ces jeunes de 98 ou 99 ans. Il y a une jovialité qui est facile à activer, à stimuler. Donc, si je vous entends bien, Monsieur Lambert, quand vous dites prendre soin de l'autre, ce n'est pas juste prendre soin des aspects physiques comme, disons, la digestion ou les douleurs physiques, même s'ils sont importants. Dans le cas de votre épouse, il y avait un affaiblissement et un peu un départ, disons, dans la mémoire. D'ailleurs, dans ce livre, votre épouse utilise cette expression remarquable et très émouvante quand elle parle de la mémoire du présent. C'est une disons, des réflexions qui m'a touché énormément dans votre réflexion, mais vous dites aussi que prendre soin de l'autre, c'est d'être présent, d'être affectif, en fait, prendre soin de l'intégralité de toute personne qui est en face de nous. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous étiez amené de vous un peu positionner la question sur ces soins. Comment êtes-vous arrivé fréquenter tous ces gens, à part que votre épouse est allée dans l'institution? Mais vous avez dit que dans les soins, il y a plusieurs attitudes. Or, dans votre réflexion, vous en partagez quelques-unes. Par exemple, vous chantez, vous jouez, vous conversez. Alors, les soins, racontez à nous un petit peu, est-ce qu'il y avait une évolution dans votre manière de voir les soins? Je dois dire d'abord que le livre témoigne de mes 27 mois de présence auprès de ma femme. Et à ce moment-là, j'étais au CHSLD comme proche aidant. Donc, j'étais plus ou moins confiné à l'aile et à la chambre où se trouvait ma femme. Et donc, mes réflexions, mes observations tournent autour de cet endroit. Depuis les 15 derniers mois, je suis intervenant spirituel et bénévole 5 jours par semaine. Donc, je fréquente tous les étages et je dis peut-être pas toutes les chambres, mais une bonne partie des chambres. Donc, ce que j'ai appris dans la période où j'étais auprès de Simone, ma femme, c'est de voir l'intérieur. Ce que j'ai cité Christian Bobin qui parle de la souveraineté intacte. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ce que j'ai
vécu, j'ai vu évidemment que chez ma femme, il y avait une perte des repères factuels. J'avais un cadre où défilaient 600 photos. Pendant les premiers mois, elle pouvait nommer des visages. Par la suite, elle regardait intensément quand sa mère ou son père ou quelqu'un de proche défilait, mais elle ne pouvait plus nommer. D'ailleurs, elle ne pouvait plus parler à un certain moment donné. Mais ce que j'ai appris, c'est de la voir de l'intérieur. Pour être capable de continuer à communiquer quand elle a arrêté de parler, il fallait cette capacité. Je ne sais pas si je l'ai rejointe, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je savais ce qu'elle ressentait, mais j'étais quand même proche pendant plusieurs heures par jour, 9 heures par jour à la fin. Et pendant ces heures-là, je sentais, quand on jouait aux cartes ou que je l'aidais à manger, qu'il y avait une communication entre nous. On avait développé quelques signes, comme on levait le pouce ou on se touchait la main. Et je voyais dans ses yeux des choses qu'elle aurait voulu dire, mais je sentais aussi une sérénité en disant, t'es là et je me sens accompagné, en fait. C'est ce que je voyais et que des infirmières m'ont témoigné. Maintenant que je suis que je suis intervenant spirituel, je parle cette semaine, une femme me disait, je m'ennuie tellement. Il y a des personnes qui s'ennuient beaucoup. Et c'est quelque chose de drôle qui est arrivé. C'est que pendant que je parlais à cette femme, son frère est arrivé. Puis elle a dit, oh, t'as fait shiner mes lunettes. Une expression complètement drôle. Mais elle était tellement heureuse de voir son frère qui ne vient pas souvent. Mais ça, c'est un des besoins. Évidemment, on ne peut pas suppléer à ça, mais en visitant les gens, en les invitant à des activités, je fais partie d'un comité social, le comité de loisirs, et on essaie de leur offrir des activités. On a chanté cette semaine, on avait des cahiers de chant pour un certain nombre de personnes, puis on a chanté. Et il y a des gens qui n'avaient pas de cahier de chant et qui ont chanté, et c'est des gens qui ne parlent presque pas. Il y a une femme en particulier, les préposés sont venus voir, parce qu'ils ont dit ça, hey, elle chante toutes les paroles, et c'est une femme qui ne parle presque plus. Alors, il y a, autrement dit, cette activité, je pense qu'on répondait à quelque chose chez elle, on a stimulé quelque chose chez elle, on a activé. Enfin, c'est une vieille recette, tout le monde sait que les personnes atteintes d'Alzheimer sont sensibles à la musique et aux chansons de leur enfance, mais on l'a vérifié une fois de plus cette semaine. Oui, ce que vous dites, il faut être vraiment présent et attentif à l'autre. Et dans votre réflexion, il y a un autre aspect dans ce soin qui est applicable aux personnes dans certaines vulnérabilités ou qui atteint un certain âge, mais je pense que c'est vrai aussi pour tout être humain, même si on parle, disons, des soins et de proches aidants de la fin de vie, mais ce n'est pas juste pour la fin de vie. Vous décrivez dans votre réflexion que vous avez vécu une sorte de dépossession. Je vous prie tous de nous excuser pour ce petit souci technique. Il semblerait que, que le père Chatoff ne puisse plus remettre le son. Je ne comprends pas pourquoi actuellement. Je suis en train d'essayer de régler le problème. Pendant ce temps-là, je peux peut-être répondre à sa question. Ce que je dirais, c'est que les gens auprès de qui je vis plusieurs heures par semaine vivent beaucoup dans le présent. En fait, ils ne se soucient pas beaucoup, même à 99 ans, de l'avenir. Je fais des cafés spirituels qu'on appelle des rencontres à caractère religieux et parfois, je leur demande de quoi avez-vous peur? Même on a posé la question, avez-vous peur de la mort? Et c'est pas vraiment quelque chose, ils s'intéressent au programme des activités de la journée. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Évidemment, s'ils souffrent
il y a des gens qui ont des souffrances physiques et il y a des gens qui ont aussi des souffrances morales évidentes, là. Mais en général, les participants, bon, désolé de vous avoir perdu. Je suis vraiment désolée, mais merci beaucoup de votre patience à tous. Je vous laisse continuer la discussion, excusez-moi. Pierrot, répondez. Oui, oui, je peux répondre à votre question. Donc, vous avez commencé. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé parmi les participants et dans ce cas, je ne pourrais plus allumer ni le micro ni parler. Je suis devenu invisible. Mais c'est aussi comme dans l'institution de CHSLD, hein, il y a des gens qui deviennent invisibles, ils doivent vivre avec. Donc, nous sommes en plein sujet. Hein. Je dois dire une chose peut-être au départ, c'est qu'il y a 96 chambres et 96 résidents au CHSLD où je suis. Et quand on parle d'activité, ça touche probablement un tiers. Il y a un autre tiers qui peut-être peut réagir quand on va aux chambres, mais qui ne vont pas sortir pour des activités. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment, soit qui dorment presque tout le temps ou qu'on ne rejoint pas, enfin, pas notre groupe, peut-être qu'on pourrait autrement. Et je dois ajouter aussi que je suis actif dans un RPA, dans une résidence, chaque semaine, avec des gens du même âge, mais qui sont moins en perte d'activité, mais qui sont plus présents. Je donne une causerie chaque lundi dans une résidence, ce que je ne pourrais pas faire au CHSLD, évidemment. Mais ça me permet de comparer. Ce n'est pas une question d'âge, autrement dit. Et avant que je disparaisse, je voulais vous demander la question. J'ai commencé, c'est que vous avez vécu une forme de dépossession de l'abandon de contrôle de tout, même de votre épouse, pour précisément, comme plusieurs d'entre nous, vouloir tout comprendre, vouloir tout saisir, vouloir tout faire. Parlez-nous un peu de cela. Comment vivre cet aspect un peu de renoncement, de détachement, sans se culpabiliser? Parce que, vous savez, nous avons ce désir de nous donner, d'être présents auprès de gens. Et vous réfléchissez sur cette question parce qu'il y a un moment où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas et l'autre n'est pas exactement là de la même manière comme avant. Je ferai deux réponses à votre question. D'abord, une réponse par rapport à ma femme. Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le courage dont elle a fait preuve. Quand elle est arrivée au CHSLD, elle était assez consciente pour être révoltée. Elle ne voulait pas aller là. Elle se disait prisonnière. Elle a prononcé ce mot et on a compris que pour elle, qui était allée à l'hôpital pour une fracture de la cheville, elle pensait retourner à la maison. Les médecins nous avaient interdit le retour à la maison. Alors, quand elle est arrivée, elle a vécu cette sorte de révolte, d'angoisse, mais elle a lâché prise. Peut-être en partie parce que j'étais là, mais en bonne partie aussi parce qu'il y avait beaucoup de gentillesse dans les soins, dans la présence des préposés et des infirmiers et infirmières. Ça, c'est... Mais, et par la suite, alors qu'elle a perdu, la capacité de parler, elle dit des choses qui sont presque drôles des fois. Elle me disait, est-ce que j'ai des mots pour parler? Elle avait pris l'habitude de poser des questions au lieu de faire des affirmations. Et là, elle a comme compris qu'on pouvait encore communiquer ensemble. Je voyais dans ses yeux qu'il y avait tellement de choses qu'elle aurait voulu dire, mais en même temps, je voyais aussi, quand je levais mon pouce, puis elle levait son pouce, ça voulait dire, OK, on communique, on est correct, on est là, puis c'est satisfaisant. Alors ça, je trouve. Ben là, je réponds pour ma femme. Pour moi, non, je pense que il y a des gens qui disent, j'ai lu dans certains livres qu'on dit aux proches aidants, une fois la personne dans un CHSLD, vous pouvez y aller une fois par semaine, c'est suffisant.
elle va vous oublier. Bon. Et moi, j'arrivais 2 fois par jour, puis je la voyais parfois regarder le mur, puis je me disais, je ne peux pas rester chez moi pendant qu'elle regarde le mur. Je ne peux pas rester chez moi. Il faut que je sois proche pour partager ça, cette espèce de perplexité ou même ce silence. Et je pense que c'était important. Je l'ai entendu dans la période où elle parlait dire à la préposée, est-ce que Pierrot est arrivé à 7 heures du matin? Ben, elle savait que j'allais être là. Elle comptait là-dessus. Et alors, cette espèce de capacité d'apporter quelque chose. Je sentais que j'apportais quelque chose, même si, à certains moments, elle ne savait peut-être plus que j'étais son mari. Mais comme dit Christian Bobet à propos de son père, elle dit, lui, il ne sait plus que je suis son père, mais moi, je le sais qu'il est mon père. Et ça, c'est la chose importante. Le lien, on le maintient constamment. À l'hôpital, elle m'a demandé une couple de fois, est-ce que tu es mon beau-frère ou mon frère? Alors, je l'ai rassuré, mais c'était pas grave si elle perdait disons, les repères factuels. C'était pas grave. Mais ce qui était important, c'était cette espèce de communication. Une infirmière lui disait, vos yeux ont eu d'histoire. Et elle me disait, ça paraît que vous êtes là parce que ça la stimule. Mais il y a plein d'histoires comme ça là-bas. Là. Il y a un couple que je vois presque tous les jours, 69 ans de mariage. La dame a eu un ACV, elle ne peut presque pas s'exprimer. Mais quel sourire! Et elle a 90 ans et il y a un physiothérapeute qui l'a fait marcher. À 90 ans, après un ACV, vous pouvez dire, je vais m'asseoir devant la télé puis je ne bougerai plus. Mais non, elle continue. Et ça, c'est un des aspects d'un CHSLD. On essaie d'améliorer la situation des gens constamment. Vous savez ce que vous dites, oui, ce que vous dites et maintenant et dans votre livre, c'est toujours plein de bienveillance et de prévenance vis-à-vis des personnes. C'est un toucher, je pense, c'est un aspect le plus touchant et je pense le plus marquant de cette réflexion dans l'aspect prendre soin de l'autre. Mais je vais vous dire, et je vais vous poser la question un peu pour continuer notre conversation, mais quand on se rend compte de tout cela, quand on est présent auprès de l'autre, et on est dans les endroits où les gens avançaient, certes, comme dit l'écriture, en sagesse, mais aussi en âge, on réajuste notre regard aussi sur cette condition humaine dans certaines conditions physiques, psychologiques. Comment vous voyez la vieillesse actuellement? Pour vous, l'âge de la vieillesse, c'est quoi exactement maintenant? J'en suis sûr que vous avez fait un cheminement aussi, comme nous toutes et tous, vis-à-vis de, disons, de cette réalité de la vie. Alors, la vieillesse, l'âge de vieillissement, ou comme on dit, devenir personne aînée, c'est quoi au juste? À quoi il faut prêter l'attention d'une manière positive et bienveillante? À quoi il faut prêter une attention d'une manière beaucoup plus prudente, voire à éviter? En fait, ben, je vais vous surprendre peut-être, mais ma mère vit encore. Elle aura 99 ans bientôt. Quand je suis né, elle n'avait pas 20 ans. Je fréquente des gens, que ce soit dans une résidence, un RPA ou le CHSLD, des gens qui n'ont plus de titre, des gens qui n'ont que la vie. Il y a quelque chose de rafraîchissant. Tous les lundis soirs, je vais donner une causerie dans un RPA et je mange avec 3 femmes de plus de 90 ans. Et je suis très bien avec elles parce que elles apportent chacune une bouteille de vin. On boit chacun deux verres de nos bouteilles respectives et puis on parle de la vie des petits-enfants, de toutes sortes de choses. Au CHSLD, c'est un peu différent. On ne boit pas de vin. Puis la mémoire flanche chez plusieurs qui ne se souviennent plus exactement combien ils ont d'enfants. Mais ce n'est pas grave.
c'est pas grave. C'est le plaisir simplement d'être là et d'être reconnu. J'ai découvert dès le début que si vous rencontrez Madame Proulx et que vous dites bonjour Madame Proulx, son visage s'éclaire. Et les gens sont contents d'être reconnus avec leur nom, si on prononce leur nom. Alors, qu'est-ce que c'est la vieillesse? Je ne sais pas. J'aurai 79 ans cet été. Je ne sais pas si je suis dans les aînés ou non. Là, ça dépend de. Comme j'ai encore ma mère, je me considère jeune. Mais en fait, ça m'aide à comprendre. En fait, évidemment, je vis un vieillissement, mes genoux me parlent de mon âge, mais ça m'aide à comprendre ceux qui sont alités ou qui sont en fauteuil roulant. Ou d'abord, la lenteur. Tout est lent, sauf le personnel. Le personnel, ils ont beaucoup à faire. Eux, ils bougent, mais tout le reste est très lent. Et on est en fauteuil roulant, il faut attendre l'ascenseur pour descendre. Hier, on avait la messe, on a probablement descendu 20 fauteuils roulants, mais c'est long en ascenseur. Puis quand ils sont au lit ou dans leur fauteuil, il faut demander des préposés pour les mettre au fauteuil roulant. Ça peut prendre plus de temps à transporter les gens que la durée de l'activité elle-même. Donc, c'est tout ça, mais il y a, je ne sais pas, quelque chose que j'apprécie dans leur présence, d'abord, c'est qu'ils vivent le moment présent. Ils commencent à perdre le passé, puis l'avenir ne les intéresse pas trop. Quand ma femme dit « je me souviens du présent », je trouvais que c'est un très bon mot, mais en même temps, ça correspond tellement à ce que je vois avec les autres. Disons, la plupart. Là. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de définition du vieillissement, mais ça m'aide à comprendre. Le fait que moi-même, je vieillis, ça m'aide à comprendre ceux qui sont un peu plus loin. Vous savez, quand on vous lit, vous prêtez l'attention et vous racontez les histoires de plusieurs personnes avec toute la prévenance et bienveillance, changeant leur nom, prénom et un peu, peut-être quelques aspects. Mais c'est très touchant. Et aussi, vous, Pierrot Lambert, j'ai envie de vous poser la question. Imaginons que vous êtes intervenant disons, une institution où il y a des personnes aînées, où il y a des préposés qui sont plutôt jeunes, et la personne qui est assise à table, je ne sais plus, est-ce que votre femme vous l'a dit, mais j'ai entendu ça de plusieurs personnes aînées qui, disons, vivent dans CHSLD ou dans RPA. Quand ils vont à la cafétéria ou à une activité, après, quand ils vous partagent ces sentiments, ils disent, mais il n'y a que des vieux ici, il n'y a que des vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réaction? Comment on peut réagir? Comment on peut vivre? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas à dire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas à faire? Mais il n'y a que des vieux ici quand il y a quelqu'un qui vous lance cette phrase. Oui, mais j'ai vécu dans une RPA avec ma femme. Ma femme était plus âgée que moi. Donc, quand on est entré en RPA, je n'avais pas 60 ans. Et au début, j'étais réticent à vivre avec des personnes âgées. Et au bout de 2 semaines, il n'y avait plus de personnes âgées. Il y avait Gabriel, il y avait Hectorine, il y avait Janine, il y avait plus de personnes âgées tout à coup. Des prénoms, c'était des personnes et je n'ai pas fait d'effort spécial, c'est juste, on a commencé à communiquer avec des gens. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'on a une bénévole qui a 90 ans, puis on a un résident qui n'a pas 60 ans. Donc, l'âge, là, c'est très relatif. Notre bénévole, hier, elle n'avait pas de personne pour l'amener. Elle a marché 1,5 km pour venir à l'activité. À 90 ans, tout de même, il faut le faire. Et on l'a reconduite après, là. Mais puis quand je lui fais remarquer qu'il y a certains résidents qui ont plus de 20 ans de moins qu'elle, elle sourit. La santé, c'est un peu aléatoire. Mais
Mais en tout cas, je n'ai pas fini. J'apprends beaucoup de choses avec ces gens-là, comme eux aussi. Ils apprennent constamment. Mais une chose aussi qui me frappe, c'est leur capacité à lier, à nouer des amitiés. Quand on va chercher Madame Untel pour une activité, je sais qu'on peut aller réveiller une autre dame pour lui dire, Madame, réveillez-vous, on a une activité, puis l'autre, votre ami vient. Autrement, si je commençais par la deuxième, ça ne marcherait pas. Puis elle serait fâchée si on ne l'a pas réveillée parce qu'elle se couche après dîner. Alors, elle est très contente d'être là parce que la première va venir. Et alors, il y a des amitiés très fortes, là. Elles aiment être ensemble. On a beaucoup de plaisir. Il y a des personnes qui réalisent des exploits extraordinaires, puis on leur fait remarquer après, puis, de quoi parles-tu? Elles ne se souviennent plus de leur exploit. Alors, il n'y a aucun danger de vanité. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'à travers toutes les pages un peu de votre livre et de cette conversation, il y a vraiment cet aspect de relation, de l'amitié. Peut-être je vais vous poser la question, comment construire une amitié ou cette présence auprès de quelqu'un qui se perd, qui se trompe? Vous racontez dans votre livre que vous avez dit un bonjour à une dame qui vous demande la direction de sa chambre et quand vous lui répondez, elle part dans la direction opposée. Donc, comment on vit tout cela? Quelles sont un peu les attitudes à cultiver pour, ou peut-être les choses un peu à apaiser dans ces mouvements-là? Ouais, ben il y a une sorte de douce folie qui règne. Ça serait facile quelqu'un qui écrirait un livre ou une pièce de théâtre du genre UNESCO parce que ça peut virer à l'absurde. Mais je ne veux pas faire ça, puis je ne voudrais pas que quelqu'un fasse ça parce qu'il ne faut pas tourner en dérision. Mais il y a beaucoup de choses drôles. Il y a beaucoup de choses drôles qui se passent, justement à cause du fait qu'ils sont confus ou confuses. Mais il faut aller au cœur. Une journée, la personne va être très angoissée, va pleurer en disant j'ai jamais de visiteur alors que sa fille vient de venir. L'autre journée, cette personne-là est drôle et il nous fait un high five là, quand on la rencontre. Euh, alors, c'est très variable. Euh, les personnes qui sont là sont dans des états qui fluctuent, évidemment. Mais c'est évolutif. Depuis que ma femme est décédée, il y en a probablement 25-30 qui sont décédés, dont plusieurs à qui j'étais attaché et qui sont nommés dans le livre, là, comme Madame Lamontagne, Madame Brisebois, entre autres, Madame Belle-Humeur. Enfin, je nomme les noms que je leur ai attribués. C'est d'ailleurs assez compliqué parce que quand je les rencontrais, des fois, je les appelais par le nom que je leur attribuais dans mes chroniques, puis elles ne comprenaient pas. Il fallait toujours avoir deux noms en tête. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tout cet aspect, toutes ces personnes-là qui sont décédées ont été remplacées par d'autres. C'est un des aspects d'un CHSLD, le personnel s'attache et les gens partent et ça recommence parce qu'ils ont 48 heures pour remplir une chambre qui s'est vidée. Alors, il arrive une nouvelle personne qu'il faut accueillir et à qui il faut s'attacher à nouveau. Et c'est une société mouvante et c'est formidable en même temps. C'est tout du monde qui arrive avec leur richesse. Il y a un type qui vient de décéder, là, que j'appelais M. Tivierge, qui avait été dans les diplomates, dans les ambassades en Amérique du Sud, en Europe, en Australie, et que je connaissais en fait depuis 20 ans, mais dont
que j'ai beaucoup rencontré au CHSLD. Et ses funérailles seront dimanche. Mais alors, il y a toute une richesse chez ces personnes-là et qu'on ne devine pas en le voyant en fauteuil roulant ou souffrant ou diminué. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, peut-être à partir de votre expérience personnelle, mais peut-être aussi à travers les échanges plus courts ou plus prolongés avec le personnel? Comment vivre cet attachement qui est en rupture presque régulière? Comment vivre ou comment vous vivez? Qu'est-ce que vous aide ou qu'est-ce que un peu vous empêche ou peine quand il y Avec a le personnel. quand il y a des personnes à qui on s'attache qui partent? Non pas dans le sens dans une autre ville, mais qui partent dans un autre monde, c'est-à-dire qu'ils Oui, oui, sont décédés. oui. Le cierge à côté des ascenseurs s'allume régulièrement avec le nom de. Des fois, c'est 2 à la fois des personnes qui décèdent. Et au début, j'avais demandé à une préposée qui m'avait dit, on nous a dit de ne pas nous attacher. Puis j'ai vite compris que c'était impossible. J'ai vu des préposés pleurer. Et même au décès de ma femme, ils sont venus m'embrasser comme si ils avaient perdu une sœur. Alors, c'est difficile. Au fil des années, ils en ont vécu des deuils finalement. Mais il faut toujours recommencer. Mais ça, c'est le personnel hospitalier. J'avoue que j'ai une très, très grande admiration pour les gens qui sont dans le système de santé. Je sais qu'il y a des CHSLD, même d'ici dans la région de Gatineau, où ça fonctionne moins bien. Je pense que ça tient beaucoup à la qualité de l'équipe, des équipes. Juste dans mon CHSLD, il y a 90 employés, ça prend du monde pour s'occuper de 96 personnes 24 heures par jour. Alors, c'est beaucoup de monde. Mais la qualité de ces gens-là, certaines personnes ont quitté des emplois bien rémunérés au gouvernement fédéral parce que au moment de la pandémie, ils se sont dit, hey, c'est important, il faudrait aller travailler là. Et alors votre question, c'est comment ils font? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais hier, j'ai rencontré une de celles-là qui a travaillé 10 ans au gouvernement et elle avait dans les bras un monsieur qui a perdu connaissance, puis elle ne savait pas quoi faire. J'ai couru pour mettre une chaise pour qu'on l'installe. Et puis après, je l'ai rencontré, j'ai dit, aimez-vous ça encore? Non, je l'ai vu, vous voyez, aimez-vous ça encore? Puis elle a dit, elle travaille dans l'unité prothétique, c'est-à-dire les cas un peu plus problématiques. Puis elle adore ça. Elle adore ça. C'est pas facile, mais il y a une motivation intérieure qui fait que tu peux, comme on dit, faire une différence dans la vie des gens. Mais c'est quelque chose, les quelques mois, on dit que la moyenne, c'est 28 mois de séjour dans un CHSLD. On en voit qui viennent puis qui meurent au bout de 2 mois, d'autres qui sont là, qui ont été là 25 ans. Mais cette période-là, c'est une période de vie, c'est un milieu de vie. Et d'ailleurs, l'endroit où je suis, il y a une conseillère en milieu de vie. Ça n'existe pas dans tous les CHSLD. Moi, je suis dans la chaîne Vigie, il y a 15 CHSLD Vigie, et il y a ce poste. Et ça fait une différence, ça. Le lien entre la direction et les résidents-résidentes. Parce qu'elle est très présente, notre conseillère en milieu de vie auprès des résidents et résidentes. Vous savez, il me reste, Monsieur Lambert, vous poser peut-être pour clôturer notre conversation la dernière question de ma part, avant que les participants et participantes puissent aussi engager une conversation avec vous. Mais avant cette question, j'aimerais bien faire un petit constat. Vous savez, dans votre livre, il y a un aspect qui est très surprenant et ça m'est venu aussi à l'esprit en vous écoutant tout à l'heure,
que quand vous parlez de personnel, d'organisation, du travail d'équipe, de l'institution, vous n'ignorez jamais des problèmes. Vous-même les pointez avec un œil très perspicace, mais vous ne faites jamais les remarques frustrantes ou des frustrations gratuites vis-à-vis du personnel ou de choses. Vous êtes toujours bon et constructif. Et ça, c'est un aspect peut-être que chacun et chacune d'entre nous, nous aimerions y apprendre dans les situations où les choses ne marchent pas très bien. Mais maintenant, ma dernière question, et vous avez un peu été au courant que je vais vous la poser parce qu'on a parlé un peu avant ce webinaire. Dans votre livre, vous parlez rarement ou presque jamais, à part de pages qui traitent les célébrations de la parole ou de la messe, de la vie de prière. Et j'ai envie de vous poser la question parce qu'il y a sûrement d'entre nous ceux et celles qui sont plus croyantes, ceux et celles qui sont moyen croyantes, ceux et celles qui sont plus pratiquantes, ceux et celles qui sont moins pratiquantes. Alors, la place de la prière, de cette vie un peu rituelle dans ces milieux-là auprès des personnes aînées ou avec les difficultés, surtout peut-être aussi, parce que j'ai surtout, mais aussi dans l'unité avec beaucoup de difficultés que vous venez aussi de nommer. Qu'est-ce qu'il en se passe? Comment on doit s'approcher de cette réalité? D'abord, je dois dire, j'ai deux fonctions. Je suis bénévole et aussi je suis, entre autres aussi, je suis président du comité des résidents de CHSLD. Mais mon autre fonction, c'est agent pastoral ou intervenant spirituel. On emploie plus le deuxième terme maintenant parce que dans plusieurs CHSLD, ce n'est plus seulement le catholicisme traditionnel qui est représenté. Il y a plusieurs religions représentées. D'ailleurs, c'est une des questions. En ce qui concerne Vigie, Outaouais, où je suis, il y a une messe toutes les 2 semaines. Il y a distribution de communion auprès de ceux qui veulent. Ça, je le fais moi, pour un étage, puis il y a 2 autres personnes qui font les 2 autres étages. Je peux dire comme statistique, par exemple, que sur 32 chambres, il y a 14 personnes au 3e étage qui veulent la communion régulièrement. Ça donne un ordre de grandeur. Et je fais aussi entre les deux des cafés spirituels, les semaines où il n'y a pas de messe. Et je fais aussi, le vendredi saint, j'ai fait une célébration très spéciale où, avec deux femmes qui m'assistaient, on a, entre autres choses, pris un crucifix qui appartenait à ma femme, et j'ai demandé aux participants de le mettre sur leur cœur, ne pas l'embrasser pour des raisons mais de mettre sur leur cœur quelques secondes et de penser à leur souffrance. C'était un moment très touchant. Alors, dans mes cafés spirituels, j'aborde des sujets sur la religion et la religion. Un bout d'évangile, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance et tout, qu'est-ce que vous faites par rapport. Ce mois-ci, on parle du pardon. Bon. Alors, il y a toutes sortes de situations que les gens abordent, puis on finit par une prière. Mais les gens nous disent aussi qu'est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui disent le chapelet plusieurs fois par jour, il y a tout ça. Ils nous parlent de ça. Il y a aussi des interventions ponctuelles. Par exemple, une dame qui a failli mourir l'autre jour a dit à l'infirmière, « Je veux que quelqu'un vienne me parler de Dieu. » Alors évidemment, l'infirmière est venue me chercher et je suis allé jaser avec cette dame. Ensuite, il y a aussi, parfois, on a un prêtre qui vient dire la messe et quand une personne est en train de mourir et que la famille demande quelqu'un, si le prêtre n'est pas disponible, c'est moi qui y vais prier avec la famille auprès de la personne qui est en train de mourir. Donc ça, je l'ai fait quelques fois. Mais à part ça, c'est pas toujours un rôle très précis. Une personne qui se sentait seule et qui criait récemment, on m'a dit,
peux-tu aller la voir? C'était pas forcément religieux. Sauf qu'elle a mentionné le mot miséricorde à un moment donné, puis j'ai dit, ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis on a parlé de Dieu. Mais là, elle criait sa solitude. D'ailleurs, je suis parti parce que je devais partir. J'ai dit, si vous ne criez pas, je vous promets de revenir. Puis quand je suis revenu, elle a dit, ah, vous avez tenu parole. Puis elle n'avait pas crié. Mais donc, ce n'est pas forcément toujours religieux. D'ailleurs, je me rends compte d'une chose depuis que je suis bénévole plusieurs fois par semaine. C'est très intéressant, si on veut faire de la pastorale avec eux, de jouer au bingo avec eux, puis de chanter avec eux, puis de jouer aux poches, puis de faire des choses, de faire de l'artisanat, ou tout ça, de faire d'autres choses. Et puis ensuite, quand on parle de religion, on a plein de choses à partager. Souvent, il faut leur dire. Pardon? Non, si je vous entends bien, vous voulez nous dire que dans cette affaire, dans cette réalité de prière de la vie spirituelle, il ne faut pas la cloisonner, il faut le mettre vraiment dans le contexte plus large de vie. Ben, il faut vivre avec eux un peu plus. Je suis peut-être là, je ne sais pas, 12-15 heures par semaine en tant que bénévole, puis on fait des tas de choses, puis à un moment donné, on arrive à un café spirituel, puis on parle, j'ai dit, vos enfants, puis là, la femme, j'ai dit, oui, je sais, vous en avez 6 enfants, madame. Là, elle ne le sait pas, mais c'est pas grave, moi, je le sais. Alors, mais on a une connaissance, une familiarité qui aide les gens à parler. Alors, Monsieur Lambert, je vous remercie beaucoup pour cette conversation passionnante. Il nous reste quelques minutes pour les questions et des participants et participantes. Marie, veux-tu nous guider à travers cette conversation? Oui, tout d'abord, je tiens vraiment à vous présenter nos excuses, au nom des éditions Novalis, en particulier à monsieur Gagnon qui a peut-être réussi à se connecter dans le public, mais qui n'a pas pu participer en tant que présentateur. Je tiens vraiment à vous présenter toutes nos excuses à vous le public, et également à vous les présentateurs et en particulier à monsieur Gagnon. Je vous remercie, monsieur Lambert, pour cette discussion vraiment très intéressante, malgré les à-coups de notre passage à Teams continue de nous faire subir. Je suis vraiment désolée. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de questions. J'ai un témoignage de madame Petit qui nous dit qu'elle visite une personne atteinte d'Alzheimer et ce qui la peine, c'est que peu de temps après sa visite, elle ne s'en souvient plus. Ça Monsieur arrive Lambert, malheureusement. réagir, oui. Mais je me souviens, mon père avait l'Alzheimer à Sherbrooke et je suis parti quelques fois de Gatineau pour aller la fin de semaine le voir. Et le lundi matin, ma mère disait, ah, Pierrot est venu. Mon père disait, non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas grave parce que pendant que j'étais là, il était bien. Il ne savait pas que c'était moi. Il savait que c'était quelqu'un de familier. Il avait passé du bon temps pendant ma présence. Enfin, je ne sais pas si ça répond, mais je dis, je crois qu'il y a cet aspect-là dans le présent, pendant que le proche est là, ça apporte une chaleur. Merci beaucoup pour cette réaction. Madame Raymonde nous dit qu'elle aimerait que votre témoignage est édifiant, est important et qu'elle aimerait pouvoir entrer en contact avec vous. Ce que je vous propose, madame, c'est de m'envoyer à moi, Marie Zissis, en tant qu'éditrice chez Novalis, les questions que vous souhaiteriez poser ou la discussion que vous voudriez avoir avec monsieur Lambert et je vous mettrai en contact avec lui. D'ici peu de temps, je vais vous envoyer tout ça sur l'onglet Q&R avec le rabais et tout ça, mon adresse courriel. Vous pourrez communiquer avec monsieur Lambert à travers les éditions Novalis sans aucune difficulté après le webinaire. J'en profite pour vous dire qu'effectivement, ce témoignage est vraiment très important et édifiant et que donc, surtout, n'hésitez pas à acheter le livre.
Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, les gens commencent à discuter dans le Q&A. Donc, la prochaine réaction nous vient de Madame Latendresse qui vous remercie, Monsieur Lambert, qui dit que votre témoignage est très touchant. Ayant travaillé comme infirmière auxiliaire, c'est exactement comme ça que ça se passe. Nous sommes une grande famille, les préposés et tout le personnel avons, comme vous, à cœur le bien-être des résidents. Bravo pour ce que vous faites. C'est un témoignage. Je pense que c'est un très beau témoignage. Madame, excusez-moi, beaucoup de messages arrivent en même temps maintenant. Madame Bédard dit quant à elle, Monsieur Lambert, vous êtes extraordinaire et c'est tellement important de partager ce que vous faites. Elle a également vécu des expériences très semblables avec ses parents et elle aimerait savoir comment rassurer. Elle aimerait dire que ce texte permet de rassurer tous ceux qui ont si peur de la vieillesse. Est-ce que je peux dire quelque Oui. chose? Je suis membre d'une équipe de bénévoles, entre autres, et une petite équipe spirituelle aussi. Et donc, il ne faudrait pas juste attribuer à moi là, le mérite. On est une petite équipe un peu fragile là, qu'il faudrait aller chercher d'autres bénévoles, mais c'est assez formidable ce qui se fait. Toutes les heures consacrées par ces bénévoles qui, depuis plusieurs années, souvent, ce qui arrive souvent, c'est que des gens viennent auprès de leur père, de leur mère, de leur conjoint ou conjointe, puis après le décès, ils restent comme bénévoles. C'est un phénomène qui se présente, ça. Et alors, je rends hommage aujourd'hui à l'équipe des bénévoles, entre autres. Madame Bénard réagit rapidement en disant qu'en effet, vous êtes tous extraordinaires, vous les bénévoles des CHSLD. Si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. Moi, de mon côté, je vais mettre le rabais pendant que vous écrivez. Pendant que les gens vont peut-être un peu écrire, moi je veux dire, Monsieur Lambert, quand on a discuté le sujet de webinaire et le livre, j'étais j'ai presque envie de dire effrayé parce que de temps en temps, quand on parle de CHSLD, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut situer l'institution, mais très souvent dans la presse, on nous parle que des problèmes. Oui. J'admets bien qu'il y a des problèmes. Mais ce qui est très touchant, je pense, ce qui est très éclairant, et pour cela, j'aimerais bien vous remercier de tout mon cœur, mais peut-être aussi de tous ceux et celles qui ont déjà lu votre livre, que dans votre réflexion, vous n'ignorez pas le problème, vous vous dites, c'est un milieu humain avec les personnes humaines, les résidents ou le personnel, qui n'est pas parfait, il ne faut pas l'idéaliser, mais qui n'est pas non plus un milieu à dénigrer, mais précisément le milieu à prendre soin d'eux. J'ai peut-être aussi envie de dire, je ne sais pas exactement qui sont les personnes qui participent à ce webinaire au point de vue de l'âge ou ceux qui vont écouter cela sur la chaîne YouTube, mais peut-être une suggestion qui m'a toujours venue par la tête, si, disons, ce sont les personnes plutôt avancées en âge et en sagesse, pourquoi pas de ne pas offrir votre livre pour les enfants, les grands-enfants, pour un peu leur faire découvrir cette réalité, mais pas une manière un peu à l'improviste pour les fêtes des mères ou les fêtes des pères. Et peut-être s'il y a des personnes plus jeunes qui participent à ce webinaire, peut-être aussi offrir ce livre aux parents ou aux grands-parents qui sont encore avec toutes leurs facultés et capacités pour aussi d'apaiser certaines peurs et l'anxiété que plusieurs d'entre nous peuvent vivre. Je n'ai qu'une seule envie de dire, ce n'est pas parce que je suis animateur de webinaire aux éditions Novalis. Vous savez, c'est relativement rare que quand on prend un livre, on lit les 4 premières pages
et on n'a pas envie de poser le livre et on a envie de le lire jusqu'au bout. Mais c'est le cas de votre livre et pour cela, un grand merci. Je pourrais dire par rapport aux appréhensions que les gens ont. Quand mon épouse a commencé à avoir des problèmes sérieux de santé et que je suis devenu proche aidant à plein temps, j'avais une peur bleue, comme on dit, de me retrouver dans un CHSLD. Et je me disais, ça se peut pas. Et quand elle s'est fracturée une cheville, là, ça y est, les médecins, après l'avoir soignée pendant 14 semaines à l'hôpital, ont dit, elle s'en va ailleurs que chez vous. Alors, on s'est retrouvés là et c'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'elle revienne chez moi, mais ça a été une bénédiction, je dois dire. Ça a été formidable. À cause, pas évidemment, c'est triste, là, mais en même temps, j'ai découvert un milieu, puis j'y suis resté parce que pour moi, je me disais, ben, je peux faire un peu quelque chose ici, et c'est un milieu formidable, c'est un milieu d'appartenance, c'est un milieu de vie. Et merci pour vraiment pour cette présence et ce partage qui est maintenant par écrit, qui vraiment manifeste de mon point de vue la puissance, la force de la vie et aussi de partage de cette présence qui est vivifiante que vous avez vécue, que vous continuez à vivre et que je pense chacun et chacune d'entre nous sont invités. Et il y a les pistes vraiment intéressantes dans vos réflexions, ce que vous dites. Alors, il nous reste 3 minutes. C'est peut-être Marie qui va maintenant faire un peu la conclusion de ce webinaire. Pour ma part, je dis un grand merci à vous, Pierrot Lambert, à toutes participants et participantes. Et peut-être parce que M. Éric Gagnon ne pouvait pas nous joindre, je me joins aux excuses que Marie a déjà présentées, mais c'est peut-être aussi un petit signe que peut-être c'est une conversation, mais ce n'est pas la dernière entre Pierrot Lambert et Éric Gagnon que nous pourrions peut-être continuer au plus tard. Je trouve que ce serait une excellente idée. J'ai un dernier message qui vient juste d'apparaître et je trouve qu'il conclut parfaitement ce webinaire. Madame Caron nous dit: «Merci, restons vivants et bienveillants les uns envers les autres». Donc malheureusement, comme l'a fait remarquer Edouard Chatoff, notre séance tire à sa fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos questions ou vos témoignages ou tout ce que vous voudriez faire parvenir à Monsieur Lambert ou même à Éric Gagnon, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, mais qui sera sûrement ravi d'entendre vos réflexions par courriel et je les transmettrai aux intervenants. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier une dernière fois Pierrot Lambert et Éric Gagnon d'avoir accepté de discuter de ce sujet passionnant, et ainsi que la FIS, la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale, qui est notre partenaire pour la publication de ce livre et qui fait un travail formidable. Je vous enjoins à aller voir leur site. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de rabais à l'achat du livre Au seuil du silence, à vous les participants de ce webinaire. Je vous ai transmis le code promo pour profiter de ce rabais dans l'onglet QNR. Il devrait donc y apparaître à droite de votre écran, ainsi que mon adresse, les horaires et le numéro de téléphone de notre service à la clientèle. Cependant, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Cette information vous sera transmise par courriel dans le courant de la semaine prochaine. Vous avez jusqu'au 1er mai 2024 inclusivement pour en profiter. Vous allez recevoir d'ici peu un courriel contenant toutes ces informations ainsi que la possibilité de revisionner le webinaire. La vidéo en question n'est pas encore éditée, mais vous pouvez sans souci la regarder. Cependant, cette version n'est pas diffusable ou téléchargeable. Nous en déposerons une version finalisée sur notre chaîne YouTube et vous recevrez le lien également dans votre courriel d'ici quelques jours. Vous pourrez alors la diffuser autant que vous voulez autour de vous. Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire malgré les petits accros. Je vous remercie vraiment infiniment, non seulement de votre écoute mais de votre loyauté, mais de votre bienveillance à notre égard. Et au nom de toute l'équipe Novalis, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.